pourquoi certaines personnes vont développer ce besoin d'amour, de reconnaissance, où est-ce qu'il va se loger, et notamment dans les personnalités qui ont besoin de monter sur scène. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Ce n'est pas l'artiste qui devient célèbre, mais quelqu'un d'autre sous son nom qui finira par lui échapper. Ces mots d'Albert Camus capturent le paradoxe tragique de la célébrité. Elle fascine et aliène à la fois. La célébrité, ce n'est pas une victoire, écrit notre invité, c'est une vengeance, une revanche intime contre une faille, un manque ou une souffrance jamais comblée. Idéalement, la célébrité devrait être la conséquence d'un élan créatif, d'un besoin de s'exprimer. Mais que se passe-t-il lorsqu'elle devient une fin en soi, une course effrénée, insatiable à la reconnaissance ? Comme toute addiction, la quête de reconnaissance enferme dans une spirale sans fin, toujours plus de regards, plus d'amour, plus d'applaudissements. Dans son deuxième roman, célèbre, Maud Ventura dissèque ce lien complexe entre ambition et insatisfaction, popularité et solitude, discipline et passion, entre l'intime et le regard des autres. Son héroïne Cléo, obsédée par la lumière, est tout sauf candide ou modeste, elle est humaine. Maud n'en est pas à son premier voyage au cœur des émotions humaines. Après un double master en philosophie et en management, elle a travaillé pour France Inter avant de devenir en 2021 rédactrice en chef des podcasts chez Énergie. Aujourd'hui, à ses côtés, nous allons tenter de comprendre pourquoi cette quête de reconnaissance est aussi puissante que destructrice. Cette question, à la fois philosophique, psychologique et spirituelle, est inscrite dans notre cerveau depuis la nuit des temps. Et c'est le striatum, cette zone cérébrale étudiée lors de notre entretien avec le neuroscientifique Sébastien Boller, saison 1, épisode 35, pour ceux qui veulent réécouter, qui en est responsable. Le striatum conçu pour poursuivre 5 objectifs primaires essentiels à la survie à la période paléolithique. Il est encore aujourd'hui avide de plaisir. Et la quête de pouvoir trône parmi ces 5 besoins. Entre celui de se reproduire, de se nourrir et de glaner des informations, et le tout à moindre effort. Ainsi, chaque marque de reconnaissance a une conséquence physiologique sur l'individu, la libération de dopamine. Je suis heureuse de te recevoir, Maud, pour nous aider à comprendre pourquoi certains d'entre nous cherchent à devenir quelqu'un, n'importe qui, mais rarement soi, et quel qu'en soit le prix. Bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de te recevoir. Et je suis très heureuse que tu aies répondu assez rapidement à mon invitation. Mais merci pour l'invitation, je suis ravie. Bon, tu viens de nous dire que c'était un peu ta dernière promo. Tu vas prendre un petit peu de repos, peut-être ? Exactement. Là, bien. C'est la dernière, c'est presque le début des vacances et je l'ai faite avec toi. Donc merveilleux. C'est parfait. Et bien, joyeux Noël. Sauf que ce ne sera pas Noël, mais presque. Alors, on demande souvent, d'ailleurs tout le temps à nos invités, de donner leur définition de l'addiction. L'addiction, selon moi, c'est le moment où tu ne t'appartiens plus. C'est une aliénation, l'addiction. Et c'est peut-être un moment aussi où le corps prend le dessus. Et moi qui suis très cérébrale, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans l'addiction, parce que c'est le moment où le cerveau n'est plus maître en son navire, mais où le corps prend le dessus, où les passions prennent le dessus. Il y a quelque chose d'animal, d'incontrôlé. Et instinctif. Exactement. D'accord, donc ça serait le corps. Peut-être. Le responsable de tout ça. Ah. Le responsable, oui, on pourrait dire ça. Et pourtant, dans l'introduction, je disais que c'était le cerveau, tu vois, comme quoi. Oui, mais alors, l'intrication des deux, ça serait dur, on va pas blâmer que le corps, mais c'est peut-être le moment où tu ne te maîtrises plus. C'est vrai que j'associe le cerveau à la rationalité, à la maîtrise de soi, et c'est le moment où on ne se maîtrise plus. Où on met peut-être le cerveau en pause. Mais c'est... Animal, tu l'as bien dit. Ouais, c'est peut-être comme ça que je la vois, mais on va discuter ensemble. Peut-être que à la fin de la discussion, je verrai les choses un peu différemment. Je suis sûre que tu vas me faire avancer sur cette question. Je t'avoue que moi-même, j'avance en continu et je recule aussi en continu. Je change d'avis comme de chemise. Et donc, souvent, je me dis, est-ce que l'addiction est une maladie ou est-ce que c'est la conséquence et le symptôme d'une maladie ? Est-ce que c'est justement notre cerveau qui est plus fort que tout parce que justement inscrit dans les gènes ? Ou est-ce que justement c'est l'instinct, l'intuition, le côté animal ? Est-ce que l'autodestruction est ancrée dans les gènes ? Voilà, il y a tellement de questions puisqu'on détruit notre planète, on est voué en fait à détruire les choses qu'on aime.
Donc, de toute façon, c'est pour ça que c'est passionnant. On a un petit point commun, outre le fait de ne pas rater un goûter, parce que j'ai entendu tout ça. à fait. Voilà. Le goûter, pour moi, c'est vraiment un moment très important. Souvent, je ne peux ne pas manger le soir, mais j'ai besoin à 16-17 heures de ce petit réconfort. Tu es très bien informée et c'est tout à fait juste parce que je ne rate pas un goûter. Et pourtant, tu dis que manger, pour toi, c'est fonctionnel. C'est-à-dire que tu te nourris pour avoir du carburant. Oui, je suis pas, comment on dit, une fille très addicte à la nourriture. Je vais pas souvent au resto. Je suis pas forcément très intéressée par la bonne bouffe. C'est pas là où je vais puiser vraiment mon plaisir. Mais j'ai ce besoin, cette addiction peut-être, de la petite touche sucrée à un moment de la journée. Et je ressens un manque. Et je mange beaucoup de chocolat, pour tout te dire. Bah oui. Et je pense qu'il y a quelque chose dans le cerveau, dans le corps, on y revient, mais qui appelle à des pulsions assez profondes qui me font me tourner vers un morceau de chocolat ou un bol de céréales. Ah bah oui. Il y a quoi, toi, dans ton goûter ? Je comprends. C'est un peu ça aussi. Ouais, c'est un peu ça. Souvent, j'ai une petite crêpe d'une boulangerie que j'aime bien, ce genre de choses, quoi. Mais j'ai besoin de cette petite douceur. Je te disais un autre point commun, presque, parce que moi, je suis devenue, entre guillemets, célèbre. J'ai réussi, en tout cas, ce changement de trajectoire, de passer de Keren à Rose à 27 ans. Toi, c'est autour de 27-28 ans aussi. Donc, ton premier livre et moi, mon premier album. Et c'est drôle parce que c'est l'âge auquel beaucoup de grandes stars sont mortes. C'est vrai. Et on associait énormément la célébrité, le succès à leur destin tragique. Tout à fait. Mais c'est drôle, j'ai pas du tout l'impression d'être devenue célèbre à 28 ans avec mon premier roman. C'est vrai que mon premier roman, mon mari, a connu un succès complètement fulgurant. J'avais 28 ans, comme tu le dis, et ça a complètement changé ma vie. Et en même temps, ça n'a pas du tout changé ma vie parce que personne ne m'a jamais reconnue. Je ne suis pas devenue célèbre. Ça n'a pas changé la manière dont les gens me regardaient ou la manière dont on s'adressait à moi. Alors que toi, je pense que ta célébrité a dû changer quelque chose de très profond, comme tu t'appartiens plus forcément. Un bouleversement. Et c'est vrai que quand tu me dis ça, j'aurais tellement aimé t'interviewer pendant que j'écrivais Célèbre. Tu vois, sur nos routes s'étaient croisées avant. J'ai parlé avec beaucoup de célébrités, avec beaucoup de personnes très différentes quand j'écrivais ce livre pour me documenter. Il y a bien plus célèbre que moi, donc je comprends. Non, mais c'est intéressant parce que tu as vécu ce basculement. Fulgurant, oui. Et ce basculement du jour au lendemain, déjà, c'est pas la même chose qu'une célébrité construite pendant 15 ans. Et ce basculement du jour au lendemain qui se cristallise à un moment donné, il y a quelque chose qui me fascine là-dedans et qui m'a poussée à écrire un livre sur le sujet. Oui. Et j'aurais beaucoup aimé que tu me racontes, toi, comment ça s'est passé, ce regard sur toi qui change quasiment du jour au lendemain. Mais en fait, tu penses que tu as écrit Célèbre parce que justement, tu étais surprise avec ce grand succès, plus de 300 000 ou 400 000 exemplaires traduits dans des langues étrangères, des prix, tu as eu pas mal de reconnaissance, en tout cas au-delà de la célébrité. Et en fait, est-ce que tu as été déçue quelque part que ça n'implique pas de célébrité ? Non, au contraire, je me suis dit, mais quel luxe. Ouais. Je me suis dit, la littérature est peut-être un des seuls domaines où tu peux avoir du succès et de la reconnaissance. Et de l'argent. Et de l'argent, ouais. Et ce n'est pas corrélé à la célébrité. Alors que la chanson, souvent, le succès et la reconnaissance est couplé à la célébrité. Et la littérature, c'est quand même assez peu le cas, et c'est le cas pour moi, mais c'est le cas même pour des écrivaines qui vendent des millions de livres. Je connais pas personnellement Mélissa d'Acosta, par exemple, mais c'est la femme qui a vendu le plus de livres l'année dernière. Je ne sais pas quel visage elle a. Et ben, je crois qu'elle vit une vie plus ou moins normale, et on peut pas le transposer à d'autres domaines. Et donc peut-être que le point de départ, c'était de me dire, mais quel luxe incroyable de connaître le succès, la reconnaissance sans les à côté de la célébrité et sans célébrité, et en même temps de vivre la célébrité à toute petite échelle et de voir à quel point déjà c'est troublant. Un exemple un peu bête, mais maintenant ma date de naissance est sur Wikipédia. On s'en fiche que je sois née le 31 octobre. Mais jusqu'à présent, c'était une information intime. Mes parents savent que je suis née le 31 octobre, mes amis proches. Maintenant, c'est une information publique. Et le jour où cette information a été sur Google, j'ai senti un vertige, comme si une petite part de mon intimité me
m'avait échappé, alors que c'est très minime. On peut savoir que je suis du signe Scorpion, par exemple. Mais bon, à part ça, c'est pas si important. Mais je sentais la frontière, tu vois, entre le domaine privé, le public. Qu'est-ce qu'une personnalité publique? Qu'est-ce qui est Maud Ventura, moi, l'intime? Et qu'est-ce qui est la Maud de la page Wikipédia, par exemple? Est-ce qu'on est les mêmes personnes? J'ai senti un vertige et un questionnement. Et je me suis dit, si moi, je me pose la question, alors même que ma vie ne change pas, alors même que je suis préservée, alors que personne ne m'a jamais reconnue dans la rue, qu'est-ce que ça doit être quand on est chanteuse, quand on est actrice, quand d'un coup, toute notre vie intéresse le public et toute notre personnalité devient aussi une personnalité publique. Surtout dans notre ère aujourd'hui où on peut trouver des informations en une fraction de seconde. J'avais moins cette sensation, en tout cas en 2006. C'est sûr que les réseaux sociaux n'avaient pas du tout cette importance-là. Et les gens ne m'écrivaient pas pour me parler comme si j'étais leur copine. Aujourd'hui, c'est le cas. Et pourtant, je ne suis plus du tout connue. Je marche dans la rue, plus personne ne me reconnaît. C'est très rare. Ça me fait de la peine parfois. C'est intéressant. Ouais, bah oui, parfois parce qu'il y a quelqu'un qui va venir vers moi et me dire excusez-moi et j'ai envie de lui dire oui, c'est moi. Et puis, mais, vous savez, acheter où votre veste? Mais enfin, je suis heureux. Mais enfin, c'est pas ça la question. C'est pas ça la question qu'il faut poser. Non, mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore mille fois pire. La moindre vidéo, la moindre connerie qu'une star va faire, elle est sur Internet 10 minutes après, quoi. C'est vrai que maintenant, la célébrité est liée à l'hypervigilance. On peut absolument pas baisser les armes, baisser la garde quand on est célèbre. Parce que, comme tu dis, on peut être filmé à tout moment. Donc, il y a une modalité de la célébrité qui a complètement changé. Avant, c'était peut-être les prises de parole publiques ou alors les paparazzis pour certaines célébrités. C'est fini. Mais maintenant, c'est à chaque café. Ils sont au chômage. Tu rentres dans un café, tu peux être filmé, je dis tu, je ne m'inclus pas, mais tu es une célébrité, tu peux être filmé en train de commander ton café. Donc, chaque parole peut être sortie de son contexte. Enfin, il y a un regard qui est complètement permanent. À l'heure actuelle, j'aimerais pas, en fait, vivre la célébrité que j'ai connue. Ouais, vraiment. Et je suis, moi, aujourd'hui, comme toi, plutôt heureuse de faire ce que j'aime dans mon coin. Voilà. En revanche, je me dis aussi que les gens cherchent ce truc-là. À tout moment, tu peux te filmer, mais les gens, à tout moment, se filment et les mettent sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, cette quête-là, j'ai l'impression que chaque adolescent, chaque fan d'un YouTuber, d'une influenceur se dit « Waouh, je veux être elle, je veux être lui ». Il y a effectivement moins de mise à distance avec nos célébrités. Et on en reparlera, je pense, mais la célébrité en tant que phénomène a toujours existé. Rien de nouveau sous le soleil. Toutes les époques ont eu leur star. Verdi, à son époque, était une superstar. Rien de nouveau. En revanche, les modes d'accès à la célébrité et qui on choisit pour être célèbre et comment on admire ces personnes-là, ça dit quelque chose de notre temps. Et comme tu dis, maintenant, on veut des célébrités normales. On veut que ça soit nos copains, nos copines, on veut les tutoyer. Et ça se voit même au niveau des stars hollywoodiennes qui, il y a encore quelques années, devaient être très glamour et complètement inaccessibles, des déesses sur l'Olympe. Et maintenant, entre deux photos de créateurs, il faut le selfie démaquillé, il faut donner cette impression de proximité. Et ça dit quelque chose vraiment de notre temps. Maintenant, on veut des célébrités normales. À un moment, on avait un président qui disait « je serai un président normal » et maintenant on veut des célébrités normales. Qu'est-ce que ça dit de nous? Je trouve ça très intéressant. Dans ton livre, Cléo, justement, c'est le truc principal, c'est qu'on va tout le temps dire « elle n'est pas sympa ». Ah bah oui. Elle n'est pas sympa. Et alors qu'il y a plein d'autres travers que tu as très brillamment rédigés, où on lit des choses, notamment cette scène où elle va avoir envie de faire l'amour avec un homme et puis sans se brimer, elle va le faire boire et elle va faire semblant de boire. Et en fait, ça choque vachement moins que le fait qu'elle soit pas sympa. Effectivement, c'est très drôle. Là, le livre est sorti il y a 4 mois et donc c'est le moment où, ça y est, je peux faire un peu un bilan sur les retours et voir ce qui a fait réagir, ce sur quoi on m'a beaucoup emmené, des passages dont on m'a parlé et des passages au contraire qui sont passés totalement inaperçus. Et comme tu dis, il y a une scène quasiment de viol. Personne ne m'en parle jamais. En revanche, on me dit, elle n'est pas très sympathique. Et on parle beaucoup de ses caprices. Et alors même que c'est un roman écrit à la première personne, donc on est dans sa tête. Et je montre les attentes immenses qui pèsent sur elle. Et tu as dû le sentir, toi, à un Bien moment, sûr. du jour au lendemain, des centaines de yeux qui te regardent et tout le monde t'attend. Tu
de ce que tu vas faire dépend tellement de monde. Il y a quelque chose de complètement dissymétrique qui... Et je sais pas, je le vois comme quelque chose d'un coup de très très lourd qui pèse sur les épaules de quelqu'un. Et donc je le montre avec Cléo. Et donc c'est pas pour justifier son comportement, mais on comprend, est-ce qu'un caprice de star, c'est vraiment un caprice? Toi, tu as senti ce poids à un moment sur tes épaules? Complètement, mais c'est vrai que même dans le côté trash, alors toi, tu as choisi justement pas une star trash. Moi, dans ma tête, une star, c'est Janis Joplin, c'est Amy Winehouse, c'est ceux qui sont morts à 27 ans. Toi, c'est Taylor Swift, c'est des gens qui ont un contrôle de leur image, de leur corps, de leurs fans, même, enfin, de toute leur communication, et même avec leur maison de disques. Taylor Swift, c'est un génie. Voilà. Toi, tu as choisi plus le côté smart de la star. Ouais. Moi, pour moi, une star, c'est quelqu'un qui, et c'est ce que j'ai fait, c'est justement qui va prendre des substances pour oublier qu'il y a des yeux qui la regardent déjà et pour montrer qu'elle en a rien à foutre. Mais c'est seulement une illusion qu'elle veut se donner et se dire oui, je m'en fous. Mais en fait, je pense qu'on en était à cette question-là entre le lien et la célébrité et le mal-être, puisque ces gens sont morts à 27 ans, par exemple, ou même les Dalida, les Mae Brandt. On se dit, donc, être beau, être riche, ça ne rend pas heureux. Est-ce que c'est antécédent, d'après toi, à la célébrité, ce mal-être, ou est-ce que la célébrité l'amplifie, ou est-ce que c'est la célébrité qui le déclenche? C'est une très bonne question. J'ai une phrase dans le livre à un moment, il faut être fou pour vouloir être célèbre, et la célébrité rend fou. Et donc, je ne réglais pas du tout la question en créant une phrase qui se lit dans les deux sens. Et c'est pour ça que le livre commence dans son enfance, où on voit le type de tempérament qu'a mon personnage pour vouloir être célèbre. Je pense que ce désir de célébrité ne touche pas n'importe qui et attire un certain type de profil avec peut-être un besoin d'amour, de reconnaissance et peut-être un mal-être, comme tu le dis. Et en même temps, la célébrité, quand elle arrive en tant que telle, est un tel bouleversement qu'il faut être extrêmement solide et fort sur ses appuis pour ne pas flancher et pour ne pas devenir complètement zinzin. Et je distingue aussi la célébrité surprise et la célébrité voulue. Et ma Cléo, c'était très important dans la création de ce personnage. Elle désire être célèbre depuis qu'elle a 4 ans et elle travaille très dur pour y arriver. Elle a une discipline de fer. Donc, ce n'est pas une jeune fille qui va devenir célèbre par hasard. En même temps, tu dis toi-même que tu ne crois pas aux gens qui disent « ça m'est tombé dessus ». Non, ça dépend des profils. Moi, je dis ça. Ouais. Je pense que c'est vrai pour certains profils. Par exemple, les enfants stars. Des personnes qui deviennent célèbres très jeunes, à 12-13 ans, parce qu'elles sont repérées par un réalisateur, une réalisatrice, par exemple. C'est une célébrité qui n'a de fait pas forcément été voulue et dont les conséquences sont complètement souvent catastrophiques. Tu parles de ces destins brisés. Donc, Drew Barrymore, notamment. Ah oui, mais c'est très... Elle, c'est 5 ans, c'est dans E.T. Hein. Ouais, exactement. Mais c'est des vies... complètement chamboulée et très tôt. Héroïnomane et prostituée à 12 ans, je crois, Drew Barrymore. Ouais. La question de l'addiction, de l'alcool, de la drogue dans les enfants stars, il y a quand même des liens qui ont été plus que démontrés. Donc ça, c'est un profil. Et donc je crois que oui, de fait, certaines personnes me disent « Moi, je n'ai pas voulu être célèbre et je veux bien les croire ». Puis, il y a une autre catégorie, la catégorie des Taylor Swift, de ces monstres de travail, de discipline. Là, en revanche, je n'y crois pas une seconde. Et puis, il y a 2 choses dans la célébrité. Il y a, comme tu le dis, devenir célèbre. Vivre ce basculement et devenir célèbre du jour au lendemain, c'est une chose. Et il y a ensuite se battre comme une lionne pour le rester pendant 1 an, pendant 10 ans, pendant 20 ans. Et on me parlait récemment de Madonna, qui est l'une des seules célébrités qui a eu une chanson classée numéro 1 pendant 4 ou 5 décennies. Est-ce que tu imagines le travail et le sacrifice d'une vie entière pour maintenir sa célébrité? Et donc, c'est aussi... Je trouve que je l'imagine bien, je le vois sur son visage, en fait, et sur tout ce qu'elle a fait pour. Et en fait, je pense que tu as tout dit quand tu dis il faut le rester. C'est... je pense la souffrance, elle arrive là. C'est même pas au moment de la célébrité. Bon, évidemment, ça fait quelque chose. Mais à partir du moment où tu te dis... en fait, c'est comme si tu as gagné au loto. Tu vas pas regagner au loto, normalement. Il y a très peu de chance. Peu de chance. Voilà. Et en fait, quand souvent on me dit à moi, et toi, c'est pas trop difficile, finalement, quand d'un coup, on vend moins de disques. Moi, j'ai toujours eu conscience de ça, que j'avais gagné au loto.
Malheureusement, j'aurais dû acheter quelque chose avec ce loto. Non, mais j'ai vraiment senti ce truc-là de me dire, en fait, non, c'est quand même une chance, c'est quelque chose, c'est un miracle qui m'est tombé dessus. Il y en a une sur je sais pas combien de millions. Donc, mais après coup, quand même, je me suis rendu compte que pendant des années, je me suis détruite parce que je sentais bien qu'on ne pouvait pas y rester. Et c'est tellement de sacrifices, je le vois sur les femmes surtout. En fait, je trouve que ça me fait un peu de la peine de voir ces femmes qui font tout pour rester jeunes et dans le coup. Et ça, je ne veux pas que ça m'arrive, en fait. Mais c'est intéressant les termes que tu utilises. Tu dis gagner au loto, donc un coup de chance, un coup de bol, le hasard. Oui, mais il faut jouer pour gagner. Il faut jouer. Mais je pense que certaines célébrités, on parle des deux catégories, ceux qui sont célèbres peut-être par hasard, où c'était pas forcément leur destin, ils le ressentaient pas comme tel. Et puis, il y a ces bourreaux de travail. Je pense pas que Taylor Swift ait l'impression de gagner au loto. Je pense que je parle pour elle, je l'embrasse. Vrai, mais je ne la connais pas du tout. On lui passe le bonjour. Mais je parle d'elle, mais je parle de ces profils-là qui se disent « je mérite chaque étape de mon succès ». Et ce n'est que normalité, justice, que justice, exactement, ce n'est que justice. En même temps, c'est un business. Donc, elles ont créé leur business et elles y arrivent. Et je vais m'y maintenir. Et donc, je n'ai pas du tout gagné par chance. Je suis là grâce à mon travail et grâce à mon talent. Cléo, c'est exactement ce qu'elle dit. Je suis là pas du tout par chance. C'est mon travail, mon talent, mon caractère qui me fait arriver à cette place. Et mon talent, mon travail et mon caractère vont me maintenir au sommet. Donc, c'est un rapport à la célébrité comme acharnement, comme sacrifice d'une vie, et pas du tout comme gagner au loto. Et Cléo le dit à des moments, elle dit, mais on s'adresse à moi comme si j'avais gagné au loto, mais je n'ai pas gagné au loto. Je mérite. C'était mon destin. Et... C'est toute la différence entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas comme moi. Mais moi, ce qui m'épate chez elle, et ça m'a vraiment bouleversée, et en fait secouée, parce qu'au début, on ne peut pas penser... Moi, j'ai cru au début du livre qu'elle allait jamais devenir célèbre et que ça allait être ça l'histoire. Je me suis dit, elle a cette quête, mais elle n'a pas le talent, elle n'a pas le truc. Et au début, on a l'impression qu'elle n'a peut-être pas le truc. Mais en fait, à force d'acharnement, de travail et surtout de lucidité, parce qu'elle sait quand elle fait une chanson qui n'est pas bonne. Elle le sait complètement. On n'est pas sur quelqu'un, on n'est pas sur un... c'est qui? C'est pas Jay-Z, c'est comment il s'appelle, celui qui est totalement mégalo? L'autre. Il y en a pas mal. Kanye West? Oui, Kanye West, Jay-Z, aucun rapport. Non, mais Kanye West, ce côté-là, après, il doit avoir sûrement du talent, mais des gens qui ont l'impression d'être vraiment Dieu. Ouais. Elle a quand même cette sensation, elle dit, là, c'est très mauvais, de toute façon, et donc elle y va, elle se remet avec sa guitare par terre, et elle se dit, dans quelles conditions j'avais écrit ce tube? Ah oui, c'était comme ça, donc je vais m'y remettre. Et moi, je me suis dit, mais oui, je me rappelle, j'étais par terre en tailleur, avec ma guitare et un crayon et un papier, et j'étais pas dans une maison, j'étais dans un petit studio de 16 mètres carrés. Il faut se remettre dans ces conditions-là, des fois. Et elle a compris ça. Elle est très intelligente. Elle est très intelligente. Comme tu dis, c'est une bosseuse. Elle ne croit pas à la chance. Et il y a quelque chose de très paradoxal dans sa confiance. C'est qu'à la fois, oui, elle se trouve géniale. Elle dit, mais je vais écraser les autres. Je suis la meilleure. Elle a une foi en elle-même qui est complètement inébranlable. Et en même temps, une extrême lucidité, mais comme tu le dis. De se détester n'a jamais empêché d'avoir une estime de soi. Exactement. Pourquoi c'est quoi la différence entre le fait de s'aimer et le fait de s'estimer? On le voit bien dans le personnage de Cléo, ce paradoxe, c'est qu'à la fois elle s'adore et à la fois elle se déteste parce que ce n'est jamais assez bien à ses yeux, parce qu'elle est extrêmement dure avec elle-même. Et donc la phrase, je crois que c'est avoir une haute opinion de moi-même n'a jamais empêché personne de se détester. Oui. Et encore une fois, on en revient avec ces phrases que j'écris, c'est pas des vérités absolues, c'est pas un essai sur la célébrité, mais c'est le moment où je touche du doigt un paradoxe. Je le résous pas, mais je voyais bien dans mon écriture et dans les scènes que je créais qu'il y avait des scènes où elle était tellement sûre d'elle et en même temps des scènes où elle se sentait comme la pire des merdes. Je me disais, mais comment réconcilier ça? Et je me disais, mais oui, elle s'adore et elle se déteste. C'est drôle parce que le podcast s'appelle Contre-addiction pour ça. Parce que l'addiction, c'est une histoire de contradiction et justement de paradoxe en soi qu'il va falloir réunir, s'unifier. Et donc, en fait, chez les addicts et chez les alcooliques anonymes, on sait que l'addict est égocentrique et en même temps se déteste. Et en fait, on lit dans Cléo tout ce qu'on est nous. Et qu'on essaye on n'a pas envie de laisser sortir ces côtés-là de nous, en fait. Mais en vrai, on a ces extrêmes en nous. Et on n'a pas envie d'accepter que l'humain soit comme ça. Parce que si on n'était pas aussi violent, cruel que Cléo l'est, le monde ne serait pas aussi horrible.
On le voit bien que l'être humain est comme ça. J'aime beaucoup que tu fasses cette lecture du livre parce que c'est exactement ce que je cherche à faire. C'est une catharsis pour le lecteur et c'est d'entrer dans la tête d'un personnage, exacerber ses défauts, exacerber son monde intérieur, comme si j'entrais dans ta tête, et de zoomer sur le mécanisme de la pensée de quelqu'un d'autre que soi, alors que de fait, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais vivre. Je ne pourrai jamais l'être dans ta tête. Je ne pourrai jamais mettre dans la tête de mon conjoint ou de mon enfant. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui, de fait, nous est inaccessible. Mais là, on est dans la tête de quelqu'un d'autre. Et là, on se reconnaît. Parce que, par l'écriture, peut-être que dans sa vie, Cléo n'y arrive pas, mais dans l'écriture, j'explore toutes ces parts d'ombre. Et donc, les retours des lecteurs que j'ai, c'est « je me suis reconnue ». Alors, peut-être pas tout, peut-être pas à chaque moment. Il y a des choses où il y a du rejet. C'est vraiment des livres, soit mon premier ou mon deuxième, qui font réagir le lecteur. Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est de mettre un doigt sur quelque chose qu'on déteste chez soi. Et qu'on voit notre pardon, on dit oui, mais moi aussi, je suis impatiente. Moi aussi, c'est jamais assez bien. Moi aussi, je suis une perfectionniste. Moi aussi, je suis dans le contrôle permanent. Et en fait, d'un coup, tu le vois écrit et donc tu te comprends mieux toi-même. Complètement, mais c'est vrai que Cléo, en fait, il y a énormément de moments où je me suis dit c'est moi, et des moments où je me suis dit mon Dieu, quelle horreur. Mais quelle horreur aussi des moments où j'ai pu être comme ça. Après, il y a une telle différence entre toi et moi, et Cléo et moi aussi, donc c'est assez flagrant, c'est déjà ce contrôle. Donc, il y a énormément de gens qui consomment parce que c'est des gens qui veulent contrôler, donc on appelle ça vraiment des consommateurs. On a l'impression de contrôler sa consommation, en fait, de savoir ce qu'on fait, de ce qu'on prend, d'être les petits chimistes de notre vie. Et il y a ceux qui consomment pour perdre le contrôle. Donc, il y a plusieurs façons, en effet, de se droguer, de consommer des produits. Et elle a vraiment un contrôle sur tout. Mais en revanche, pour moi, je vois la scarification, qui fait partie des addictions quand même. C'est une addiction à la souffrance, à la punition, et voilà, c'est comme des tocs aussi. Et il y a aussi, pour moi, une vraie anorexie mentale qui est de contrôler. C'est l'orthorexie aussi, c'est de manger sain, d'avoir tout parfait. Voilà. Et en fait, elle a une quête de perfection au-delà de la célébrité. C'est pour ça qu'elle est addicte et pas addicte en même temps. Comme tu dis, elle tombe pas dans l'addiction, les substances ou l'alcool. Elle le dit, c'est assez radical. À partir du moment où elle devient célèbre, elle arrête de boire. Elle fait semblant de boire en soirée. D'ailleurs, elle prend des coupes de champagne qu'elle ne boit pas, qu'elle repose. Et elle dit, il est hors de question que je quitte la route des yeux un instant. Elle refuse de perdre le contrôle. Elle dit, c'est tellement important ce qui se joue à ces soirées, à ces remises de prix. Donc, elle fait semblant de boire par convention, mais elle refuse de boire une seule goutte. Elle refuse de fumer une cigarette. Elle refuse de toucher à de la drogue parce qu'elle veut être dans ce contrôle. Mais comme tu dis, son addiction et son tempérament addictif se voient ailleurs. Une addiction à la perfection, un contrôle de soi et des scarifications avec des scènes assez dures dans le roman où elle s'en prend à son propre corps. Et on voit bien que ce n'est pas simplement une femme équilibrée, saine et qui boit des tisanes. Non, non, non. Il y a quelque chose qui la ronge, mais d'une autre manière. Et je me demandais aussi si c'est pas une question générationnelle. Je suis pas du tout experte de la question, mais la question de la consommation de la drogue dans l'industrie musicale, j'ai l'impression que ça a beaucoup changé en discutant avec des personnes du milieu et que maintenant il n'est pas impensable de penser que des grosses pop stars qui explosent, des Billie Eilish ou des Olivia Rodrigo ou Sabrina Carpenter, potentiellement ne prennent en fait pas du tout de drogue et sont dans des vies très ascétiques. Encore une fois, je ne parle pas pour elle, je ne les connais pas personnellement. Mais tu as quand même fait... Mais j'ai fait pas mal de recherches. Billie Eilish, plutôt clean. C'est ça. Ouais. Et en tout cas, après, Mais déjà, c'est une vie de famille je veux pas, complètement folle. Parler d'elle spécifiquement, en fait, j'en sais rien, je ne la connais pas personnellement. Mais quand j'ai discuté avec des personnes du milieu musical, et tu pourras me dire, toi, les échos que tu as eus, ils me disaient qu'il y a eu quand même effectivement des grands changements et que maintenant, c'est un peu ringard de droguer. Ringard, surtout de boire aussi. De boire, de prendre de la cocaïne et tout ça, c'est ringard. Et c'est très étonnant que l'industrie musicale maintenant soit peut-être dans d'autres addictions, mais peut-être que quelque chose a changé de ce point de vue-là. Je ne sais pas si tu as eu le même écho des gens qui travaillent dans la musique et tout ça. Complètement. Après, j'avais invité justement Adèle Castillon, qui était une jeune
une jeune chanteuse très successful, et puis qui, elle, était addicte au tramadol. Donc, elle m'avait expliqué que c'était pas les mêmes soirées, les mêmes choses, mais il y a quand même de nouvelles addictions. Il y a toute cette jeunesse qui va prendre de la codéine mélangée à du Fanta ou je ne sais quoi, la Purple, ça s'appelle, la ligne Purple Lean, je crois. Après, il y a ces addictions aussi aux opiacés, c'est nouveau. Et puis, il y a l'addiction, évidemment, au téléphone, au like, on va dire, mais aussi au scroll. Et surtout, comment as-tu l'idée de la scarification ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose autour du corps. Autant les jeunes n'ont jamais été aussi libérés par rapport au genre, au poids. J'ai l'impression que ça y est, ça s'est lâché. Et en même temps, je vois énormément de troubles du comportement alimentaire et de problèmes de ça, de scarification. C'est nouveau. Comment toi, tu as eu l'idée ? C'était vraiment, dans un premier temps, par empathie, en me mettant à sa place. Et je voyais que dans son désir de contrôle, dans ma vision en tout cas, l'alcool, la drogue, la cigarette ne rentraient pas dans ce désir de contrôle. En revanche, peser ses aliments, courir jusqu'à l'épuisement pour faire un certain poids, collait avec cette obsession de la perfection, et la scarification entrait là-dedans dans un système de punition. C'était se scarifier. T'as étudié ça ? Oui, et donc je me suis pesée. Tu t'es pesée. Je me suis pesée. Sympa le lapsus. Je me suis penchée sur la question et j'ai beaucoup lu sur le sujet, et ça peut être un mode de punition et un mode aussi d'exigence vis-à-vis de soi-même, mais qui était aussi, un alibi romanesque. C'est-à-dire que dans le roman, j'ai aussi besoin de trouver des moyens visuels de faire comprendre qui est mon personnage. Parce qu'on est beaucoup dans sa tête, mais je ne peux pas... Un roman, c'est fourni sans les sous-titres. Je ne peux pas dire « Cléo est très exigeante avec elle-même ». J'ai besoin de la montrer en action et qu'on comprenne par ses actions, par ses gestes, qui elle est. Donc, par exemple, on la voit en soirée faire semblant de boire du champagne, ça dit quelque chose sur elle. Et on la voit rentrer de cette même soirée où elle n'a pas bu une seule goutte de champagne, où elle a contrôlé toutes les conversations, et elle rentre de cette soirée, donc une soirée de remise de prix avec beaucoup de personnes importantes, et elle rentre et elle fait la liste de tous les ratés, selon elle, où elle se dit « J'aurais dû aller parler avec ce réalisateur influent, il aurait peut-être pensé à moi pour un film, j'aurais dû discuter plus longtemps avec cette personne connue. » Très, très dur avec elle. Et elle se dit « manque d'indulgence terrible. J'ai raté, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû en profiter pour parler avec telle personne. » Et là, elle se punit. Donc, elle se coupe. C'est les cuisses surtout, hein. Les cuisses. C'est ça, c'est là que ça se passe en général. Les gens le font là où on voit pas. En tout cas, sur ce genre de profil-là, oui, parce que son corps est aussi son outil de travail. Donc, il faut que ce soit le moins visible pour elle, parce que c'est une pop star, une chanteuse. Donc, sous la plante des pieds, les cuisses notamment. Et ça procure un plaisir. Parce que moi, je suis très, très fascinée par ces problèmes-là que je ne connais pas, et je connais personne en fait qui le fait. Et je me dis, quel est le plaisir et quelle est la douleur est un plaisir ? Le fait que la douleur est une cause identifiée et qu'il y a un système très clair de punition. En tout cas, c'est ce qui fonctionne dans le cas de mon personnage. Tu as mal agi, il y a quelque chose de rassurant à savoir que tu es puni. Il y a des conséquences. Quelque chose de logique, en fait. Quelque chose de très logique. Par exemple, tu rates cette interview, tu oublies une question très importante, tu as raté, je m'en vais, tu dis « Ah, j'ai raté ». Et bien là, tu te donnes 5 coups de ceinture et au moins, il y a quelque chose de très clair, de très mathématique. Et tu peux passer à autre chose dans ta journée. Tu dis « Bah oui, j'ai raté, j'en ai payé les conséquences ». Mais c'est complètement cruel. J'ai découvert ça dans l'affaire Harry Kéber. Oui, je l'ai lu il y a longtemps, mais je me souviens... J'ai vu la série, là. Parce que je l'ai lu il y a longtemps et je me souviens plus. C'est Nola qui se scarifie. Nola, en fait, on pense qu'elle est battue par sa mère pendant tout le long. Mais enfin, oui. Je vais pas dévoiler le secret. Mais en tout cas, la série est vraiment, vraiment très, 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 très bien. Et je vous encourage à lire le roman aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, du coup, il y a ce sentiment aussi... De honte et d'imposture qui sont souvent concomitants à la célébrité. Moi, je l'ai vraiment connu. Est-ce que toi, déjà, tu les as ressentis ? Et est-ce que tu as l'impression que c'est inévitable si tu deviens célèbre, en fait, ce sentiment d'imposture va arriver ? Justement, je pense que c'est pas du tout inévitable et c'est pour ça que j'ai poussé le curseur très loin avec Cléo. Et il y a un paragraphe du livre qui est très important pour moi sur le syndrome de l'imposteur où elle dit « Je vis l'anti-syndrome de l'imposteur ». Elle dit, pour moi, c'était avant qu'elle devienne célèbre, elle dit, pour moi, une vie injuste serait de vivre une vie inaperçue,
C'est-à-dire que je mérite d'être célèbre et je me demande quand le monde entier se rendra compte du talent immense que j'ai. Et donc, elle est persuadée qu'elle mérite de très grandes choses et même qu'elle est meilleure que tout le monde, alors même qu'elle n'a rien fait. Donc, c'est très intéressant comme passage parce qu'elle n'a encore rien fait. Elle n'a écrit aucune bonne chanson, mais elle regarde toutes les autres chanteuses et elle dit « elles sont nulles et moi, je suis meilleure et j'en suis persuadée ». Et on lui dit « mais ma cocotte, t'as même pas encore écrit une chanson ». Mais elle a cette... donc, il y a tout un passage sur où elle déconstruit le syndrome de l'imposteur, où elle dit « moi, je vis l'inverse » et on n'en parle jamais. On en parle du syndrome de l'imposteur, mais on ne parle pas de ce sentiment de « je mérite une grande vie, je mérite un destin, je mérite mieux que ça, ma vie n'est pas assez grande par rapport à mon talent et à ce que je mérite ». Quelque chose de très mégalomane là-dedans. Et donc, sans aller jusque-là du tout pour moi, j'ai pu ressentir plutôt ça que le syndrome de l'imposteur. Je me disais, j'ai envie de me donner les moyens, j'ai envie d'écrire. Il y a quand même des points communs entre Cléo et toi. On le sait évidemment. Mais je veux dire, on les voit. Je veux dire, il y a des choses assez flagrantes qui sont vraiment ce contrôle sur le travail, sur le fait de te dire si je travaille, et tu l'as fait à la fac, tu l'as fait à chaque fois que tu as dû te couper du monde pour réussir ce que toi, tu avais mis comme objectif, tu l'as fait. C'est-à-dire tu t'es retiré de la vie sociale très tôt, de tes amis, tout ça, pour passer tes... C'était Cagne, non, c'était... Oui, j'étais en Hippocagne. Et puis tu l'as refait pour le livre, et puis tu n'as aucun souci pour t'enfermer et te dire je ne fais que ça. Exactement. Et donc c'est normal de penser mériter aussi. C'est ça. Et c'est un sentiment qui te pousse à vouloir toujours plus. On tombe dans un autre écueil qui est l'insatisfaction, parce que c'est jamais assez bien et t'es infiniment dur avec toi-même. Mais je trouve ça très intéressant, le syndrome de l'imposteur. C'est aussi lié, je pense, à la question de être à sa place ou non. Je l'ai eu, le syndrome de l'imposteur, mais les moments où, de fait, j'étais pas à ma place. Ou quand j'étais en école de commerce, par exemple, à HEC, il y avait vraiment des moments où j'étais pas très bonne en finance, par exemple. J'avais pas l'esprit des chiffres financiers, où c'était pas évident. Quand je voyais un compte de résultat, bien sûr, voilà ce qu'il faut en penser. Et je me disais, vraiment, je suis vraiment pas très bonne. Mais en fait, de fait, je pense que j'étais vraiment pas à ma place. Et donc, est-ce que c'est aussi ce moment où j'ai senti que j'étais à ma place à écrire des romans? C'est très spécifique. Je comprends, parce que j'ai vécu le sentiment d'imposteur à un moment où j'ai réussi sans chercher vraiment... En fait, j'ai réussi à faire un métier que je n'avais jamais essayé de faire. Donc, c'est-à-dire que je n'avais pas du tout la pratique, j'avais pas l'expérience, j'avais rien. C'est comme si on te dit demain, t'es bras droit de Macron, et en fait, c'est quoi la politique, tu vois? Exactement, et t'es là, mais c'est moi, pas j'écrivais des chansons chez moi. Oui, mais je savais pas le faire. Alors, j'avais peut-être envie. Et j'avais, depuis toute jeune, envie d'écrire des chansons pour d'autres gens. Je voulais écrire, quoi, pour d'autres. Mais en fait, il y a ce sentiment d'être à sa place, par exemple, aujourd'hui, que je peux avoir dans ce podcast, qui jamais me fait me poser la question si je suis légitime ou pas. Jamais. Bah, c'est fou, c'est intéressant. C'est-à-dire que le syndrome de l'imposteur, il n'est pas corrélé, attaché à une personnalité pour toute la vie. Non. C'est pas à des moments précis. C'est à des moments précis. Peut-être c'est un radar aussi de il y a quelque chose qui va pas exactement là. Comme tu dis, si moi on m'avait proposé en sortant d'HEC un super poste en finance, je pense que je serais arrivée tous les matins à la Banque de France en me disant ou à Rothschild en me disant mais qu'est-ce que je fais là? Je ne suis pas compétente, je suis pas à ma place. Et de fait, je pense que j'aurais pas été très compétente et pas vraiment à ma place. Mais c'est hyper important parce que dans l'addiction, être à sa place et ne pas l'être, c'est vraiment un des facteurs clés de la consommation. Et donc, c'est vrai que le fait d'avoir l'impression d'être là où tu dois être, de mériter ce que tu as, en fait, à part qu'elle se punit quand elle pense qu'elle n'est pas à sa place, mais franchement, il y a ce truc-là qui fait que ça fait des gens sains. En général. Moi, quand je me sens pas à ma place dans une soirée, j'ai envie de prendre une coupe de champagne tout de suite. Alors que quand je me sens bien quelque part... Et après, il y a cette histoire aussi de narcissisme. Alors, c'est hyper intéressant parce que le mythe de Narcisse, il a été un petit peu galvaudé. J'ai lu tellement de choses là-dessus. Il y a ce truc-là on a l'impression de s'aimer, mais c'est pas du tout ça. C'est pas vraiment le fait de s'aimer à un point pas possible. Mais le narcissisme, c'est avant tout, en fait, quelque chose qui est issu de l'amour de primaire, quoi, de nos parents. Est-ce qu'on a eu le regard de l'autre dès le début? Et je trouve que Cléo, pourtant, ses parents ont l'air quand même plutôt normaux et aimants.
Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui lui a manqué et qu'est-ce qui, même toi, par exemple, est-ce que tu as identifié quelque chose qui t'aurait manqué alors que tu as une famille qui a l'air aussi extraordinaire? Moi aussi. Et je commence mon roman comme ça, Kérosène, en disant j'aurais aimé avoir des excuses. C'est le grand mystère du désir de célébrité, à mes yeux. Et c'est la raison pour laquelle je tenais beaucoup à cette première partie. Donc le roman est construit en 3 parties, la foi, l'ascension et la gloire. Et la foi, donc le premier tiers du roman, c'est avant que Cléo devienne célèbre. Et quand on construit un roman, il n'y a aucun passage obligé. En soi, j'avais envie de parler de célébrité. J'aurais pu commencer mon livre par son ascension, l'histoire d'une jeune fille qui devient célèbre et on la suit, ou même l'histoire d'une pop star très très célèbre. Et on ne sait même pas comment elle est devenue célèbre d'ailleurs. On a peu d'informations sur son enfance, mais l'histoire commence à ce moment-là. Mais j'avais besoin de ces premiers chapitres, de cette première partie, la foi, pour penser l'avant-célébrité, parce qu'il y a un mystère qui me fascine complètement sur pourquoi certaines personnes vont développer ce besoin d'amour, de reconnaissance, où est-ce qu'il va se loger, et notamment dans les personnalités qui ont besoin de monter sur scène. Ce qui n'est pas mon cas, mais je trouve ça assez intéressant, notamment les humoristes, les comédiens, mais aussi les musiciens, d'avoir besoin d'être sur scène, d'être applaudi, d'être regardé, alors que la littérature apporte une reconnaissance, un regard, mais différemment, à distance. Moi, je ne vois pas mes lecteurs lire mes livres. C'est encore un autre rapport à la reconnaissance. Mais d'où ça vient, de quelle faille, je trouve ça complètement mystérieux. Et justement, je me méfie, parce que je suis romancière et pas psychologue, des explications psychologiques unilatérales. Dans le roman, ça n'a en tout cas, à mon sens, pas sa place. Non. Je ne pouvais pas dire la maman de Cléo ne l'a pas assez prise dans ses bras, son papa... Elle l'a laissé pleurer. Et elle l'a laissé pleurer, elle ne l'a pas allaité, elle l'a laissé pleurer jusqu'à 4 mois. Enfin, j'en sais rien. Il s'est passé ça. Et donc, très naturellement, Cléo ressent une faille narcissique ou un manque intérieur, ce qui explique son désir de célébrité. Je pouvais pas... Ça aurait été trop simple. C'est pas... Et donc, il y a des indices, on voit comment sont ses parents, mais il y a quelque chose qui nous échappe, et notamment aussi la question de son milieu social. Cléo vient d'un milieu très privilégié, ses parents sont universitaires, elle grandit dans un milieu intellectuel, à Paris, dans le 14e arrondissement. Et donc, la célébrité n'est pas un moyen pour elle de sortir de la misère. Parce que dans beaucoup de récits de célébrité, c'est, notamment aux États-Unis, c'est je viens vraiment de la misère, et donc c'est un peu la célébrité ou la misère. Et donc, tu comprends bien aussi d'où peut venir le désir de célébrité comme revanche, et comme simplement... pouvoir acheter une maison à ses parents, pouvoir vivre dignement. Je pense qu'elle elle n'a pas besoin de ça. Elle a ce truc-là qui n'est pas de sortir de la misère, mais de la normalité. En fait, sa famille est trop normale pour elle. C'est des gens qui n'ont pas d'ambition. Moi, j'ai connu ça aussi. Je vois ce que ça peut être de se dire, mais c'est pas ça que je veux pour moi. Enfin, comment vous avez pu supporter cette petite vie ? Et j'en parle beaucoup dans mon roman Kérosène, où je raconte le pourquoi du comment, et je dis de toute façon je pourrais jamais savoir le pourquoi du comment, mais tout ça pour arriver au final en disant en fait c'est vous qui aviez raison, pour être heureux il suffisait de se suffire. Et moi j'ai toujours reproché à mes parents de se suffire de peu. Et c'est intéressant l'idée que toi comme Cléo avait le choix. Cléo, elle aurait pu être journaliste, elle aurait pu faire du droit, elle aurait pu faire beaucoup de choses. Elle fait Sciences Po dans le roman, elle fait des grandes études. Et malgré tout, elle a tous ses chemins possibles, tous ses privilèges, toutes ses possibilités. Et elle veut signer des autographes et ne pas avoir une petite vie, comme tu dis. Et là, il y a quelque chose qui échappe à la raison. Parce qu'elle aurait pu tout faire. Elle aurait pu tout faire. C'est pas comme si elle n'avait pas le choix. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir après, au fur et à mesure, qu'en effet, peut-être que ça aurait été mieux qu'elle fasse autre chose. Mais c'est aussi qu'on est obligé parfois. C'est facile de dire oui, le succès, l'argent, ça rend pas heureux quand on les a pas eus. Quand on les a eus, on dit toujours bah oui, c'est normal, toi t'es riche et t'es. Bah oui, justement, je sais. En fait, j'ai conscience aujourd'hui que moi, l'argent et la célébrité m'a fait beaucoup de mal. Donc aujourd'hui, je peux dire que j'ai envie d'une vie tranquille, très monacale. J'ai envie de boire des tisanes, j'ai envie de me coucher à 9h, d'avoir ta vie à toi de 27 ans. Et en fait, ça, on peut pas le dire tant qu'on n'a pas connu. J'aurais pas pu dire ça si j'avais pas eu du succès. Peut-être que je courrais toujours après au moins le succès d'un titre.
de quelque chose, d'une réussite en tout cas. Oui, toi, tu avais besoin de passer par ça. Parce que j'avais l'impression quand même que ma vie était un échec monumental. Donc, c'est pas comme Cléo. Moi, on savait pas qu'est-ce que j'allais faire de moi. J'étais pas bonne à l'école. J'avais envie de rien. J'avais aucune ambition et j'avais surtout aucune foi en moi. Je me disais pas, je vais être ci, je vais être ça. Voilà. Donc, c'est sûr que d'un coup, de réussir quelque chose... Mais ça pose vraiment la question de qu'est-ce qu'une vie réussie. Et c'est ce qui m'intéresse avec la célébrité. À partir de combien de voitures, à partir de combien, c'est ça. Et puis, où est-ce que... C'est vraiment ça, parce qu'on dit la célébrité, c'est un sujet très spécifique, mais pas du tout. Ça parle à tout le monde, parce que ça pose la question de qu'est-ce qu'une vie réussie ? Est-ce que c'est les honneurs, la reconnaissance, ou est-ce que c'est être tranquille chez soi ? Je vais faire un petit détour par l'Antiquité grecque. La question de la célébrité est très présente dans l'Iliade notamment, parce que Achille est un personnage qui veut devenir célèbre. Et lui, il dit « Je préfère mourir jeune sur le champ de bataille, couvert de gloire, et qu'on se souvienne de mon nom pendant des siècles, plutôt que de rentrer chez moi, de vivre vieux et tranquille avec ma famille, mais que personne ne se souvienne de mon nom. » Et donc, il y a deux chemins de vie qui s'opposent. Il y a Ulysse qui veut rentrer chez lui, retrouver sa femme et ses enfants et être tranquille. Et il y a Achille qui veut mourir jeune et couvert de gloire. Et donc, dès l'Antiquité, il y a deux chemins. Et c'est quoi une vie réussie ? C'est la vie d'Achille ou c'est la vie d'Ulysse ? Et il y a certaines personnes, on en côtoie toutes les deux, qui ont envie de ce cocon, de vivre une vie simple, être entouré des personnes qu'on aime et être dans ce petit paradis, et d'autres, au contraire, ont besoin de se prouver des choses, de faire plus, d'être dans une quête permanente. Mais pourquoi on est plutôt un Achille ou plutôt un Ulysse dans la vie ? Et je suis pas sûre qu'il y ait tant une hiérarchie entre les deux. Non, mais je pense que c'est très subjectif et qu'il n'y a pas de vie réussie, justement. C'est ça. Et déjà, le mot réussir, une vie ne se réussit pas, une vie se vit. Donc, à partir du moment où tu es arrivé au monde, en fait, ta vie est réussie. Moi, j'ai appris ça avec un coach, très récemment, Franck Lobé, qui est une espèce de gourou que j'ai invité ici, s'appelle Ton autre vie, son livre. Et vraiment, ce côté-là de se dire à quel moment on a réussi à faire croire à tout le monde, aux enfants, que moi, je vois, mes parents disent, bah oui, elle a réussi sa vie. Et j'ai toujours entendu ça. Elle a 3 enfants, elle a une voiture, elle a un bon métier. Elle peut aller chercher ses enfants à 16h30 aussi. Alors ça aussi, c'est bien si t'es prof, parce que tu peux aller chercher tes enfants à 16h30. C'est bien pour une femme, c'est une vie réussie. Et c'est intéressant parce que la question du critère de la vie réussie, c'est fou. Tu vois à quel point c'est subjectif. Pour certains, ça va être de la célébrité, de la richesse, ou être à 16h30 avec tes enfants. Ce qui n'a quand même rien à voir. Mais je me pose souvent la question du désir de reconnaissance. Où est-ce que tu tires ta reconnaissance ? Est-ce qu'il suffit qu'il y ait 2-3 personnes dans ta vie, peut-être tes parents, peut-être ton compagnon, peut-être 2-3 amis, qui trouvent que tu es une personne bien, et ça suffit ? Est-ce qu'il te faut 100 personnes ? Est-ce qu'il te faut 1000 personnes ? Est-ce qu'il te faut 1 million de personnes ? Ces gens-là qui arrivent à être satisfaits de la reconnaissance de leur mari, de leur père, ou de leur père PAIRS, ou de même leurs enfants, moi, je trouve que c'est les plus heureux, et aujourd'hui, je le sais. En tout cas, le nombre, aujourd'hui, je sais que ça soit 100 personnes ou 1 million, ça change. C'est vraiment pas ça qui va faire la joie, en tout cas, d'être reconnue. Aujourd'hui, moi, quand j'ai une personne qui m'écrit pour me dire que mon podcast l'a sauvé de quelque chose, j'ai l'impression d'avoir réussi ma mission, mais pas ma vie, quoi. Mais pas ma vie, c'est pas possible. Parler de ces gens équilibrés, tu penses vraiment qu'il y a des gens qui ne courent après rien? C'est de ce dont on parlait, là, ces gens-là pour qui ça suffit, une personne, 2 personnes, un métier normal. Oui, ces gens-là existent. Et ils existent, mais ni toi ni moi n'en faisons partie. Et je le vois même en écrivant des livres, j'ai pas besoin du regard de millions de personnes, mais de fait, c'est une démarche qui est publique. À ma petite échelle, je recherche aussi les applaudissements de 1000, 2000, 400 000 personnes. Combien de lecteurs c'est assez ? Combien suffisent à combler et à justifier, par exemple, ma démarche romanesque ? Je me dis, si j'étais parfaitement saine et équilibrée, est-ce que j'aurais vraiment besoin d'écrire des romans ? En même temps, j'adore ça et j'adore écrire. Donc, c'est pour ça que ça me tiraille, mais en même temps, est-ce qu'on doit vraiment savoir Est-ce qu'on doit savoir ? Mais tu vois, par exemple, même toi avec le podcast, ça reste une démarche publique. T'es pas, par exemple, dans un cabinet avec 2 personnes où tu aurais pu, par exemple, devenir thérapeute et être dans quelque chose de très privé. Là, c'est une démarche qui va
aider, inspirer, intéresser des centaines, des milliers de personnes. Et donc, pourquoi, toi comme moi, on est dans ce petit domaine public? Il y a quelque chose qui m'échappe. C'est une vraie question. Il y a quelque chose qui m'échappe. C'est une vraie question. La différence, en tout cas, entre toi et moi, c'est que tu es workaholic. Oui, oui, tout à fait. Et donc, ça m'épate toujours. En revanche, il y a vraiment ce truc-là qui est de l'insatisfaction. Ça m'épate, les gens perfectionnistes, parce que moi, je suis laxiste, c'est-à-dire, je dis, oh, ça va. Tu vois, je prépare mes questions, comme toi. Je sais pas où j'en suis, je m'en fous. Non, mais je veux dire, je me dis toujours, ça va aller. En fait, c'est une foi aussi en moi de me dire, ce que je fais, en fait, moi, ma façon de faire, elle est comme ça. Elle est un peu bordélique, elle est un peu au feeling, un peu à l'intuition. Il y a des gens qui font autrement et c'est très bien et on a besoin des deux. Voilà ce que je me dis. Et le fait d'être insatisfait, de toute façon, ça vient de là, l'addiction. Hein, c'est vraiment cette histoire de tonneau percé dont parlait Socrate, je crois, qu'on est des êtres humains. C'est-à-dire, de toute façon, tu remplis, ça se vide. Il y a une insatisfaction permanente et on va sans cesse du remplissage au vide, du remplissage au vide. Tout à fait. Tu le ressens profondément, ça ? Oui, et c'est très paradoxal parce que c'est à la fois mon moteur et c'est ce qui m'a permis de finir 2 romans. Et c'est des projets d'écriture tellement longs que le fait que je sois complètement insatisfaite me met en mouvement. Donc, c'est à la fois une force créative et en même temps un épuisement. Parce que c'est jamais assez bien, je suis jamais contente de moi. Jamais, même à la fin, on dit qu'il faut t'arracher le manuscrit. Oui, non, ça c'est sûr qu'il faut me l'arracher. Je suis jamais contente, je me dis jamais, c'est bien. Non, je me dis, ah non, moi, c'est il part à l'impression demain. Et, tu vas changer un chapitre. Et je peux plus parce on peut pas, la mise en page est faite, mais c'est vrai que je te montre la photo, mais j'avais posté une photo où c'est l'étape des épreuves. Le texte a été corrigé, c'est terminé. Ouais. La plupart des auteurs ne relisent même pas cette étape-là parce que les étapes de toute façon, on peut plus rien faire. Voilà. Et donc, il me dit, si tu as 1 ou 2 remarques, n'hésite pas, Maud. Je te montrerai la photo après. J'ai le manuscrit, je pense que tu as 500 post-it dedans. C'est des virgules, c'est des majuscules où je suis pas d'accord. Ou par exemple, la correctrice du texte, donc c'est son métier. Elle corrige les textes selon les normes éditoriales. Que je t'ai passé la journée au téléphone avec elle, parce que je lui dis oui, je sais que dans les normes, dans le roman, les quantités, par exemple, sont écrites en lettres et non en chiffres. Les montants d'argent, par exemple. Et je dis, mais non, ce serait tellement plus fort si on voyait 500 000 $ écrits en chiffres. Et elle dit non. Et je dis oui. Et c'est parti pour de la négo. Et donc, les montants seront en chiffres, mais par contre, j'aimerais bien que les distances restent en lettres. Et donc, j'ai négocié chaque point. En même temps, tu es scorpion et je connais 3 scorpions qui sont exactement comme toi. Peut-être. Je ne suis pas calée en astrologie, de perfectionnisme et en plus de je lâche pas. Ah, je lâche pas. Je lâche pas. Ça dépend sur quoi. Heureusement, pas sur tous les aspects de ma vie. Et j'ai l'impression que l'écriture canalise ce lieu de contrôle parce que c'est mon œuvre dans le sens où j'en suis l'auteur et donc j'ai besoin d'être maître à bord. Mais dans plein de trucs... Faut que tu fasses attention quand tu auras des enfants, de ne pas penser que c'est ton œuvre aussi. Exactement. Attention. Mais par exemple, tu vois, si on part en vacances entre amis... je m'en fous de la plupart des trucs. Tu vois, par exemple, est-ce que tu organises les choses, tu fais des plannings, genre quand tu es en vacances, est-ce que c'est des vacances, par exemple ? Non, ça, j'ai un gros problème avec les vacances. Tu n'aimes pas ça ? Je ne sais pas prendre de vacances. Je trouve ça très difficile. Je trouve que c'est un sujet de roman. Je m'y pencherai peut-être un jour. Peut-être parce qu'écrire pour toi n'est pas un travail. Peut-être écrire pour toi, c'est tellement une passion. Oui. Ça, tu parles d'insatisfaction, mais on avait reçu ici Frédéric Lenoir pour parler de son livre qui s'appelait Le désir. Moi, je pense que le désir, comme tu dis, c'est un moteur. Donc, l'insatisfaction, peut-être qu'on la voit comme ça, ce côté péjoratif, mais en fait, pour moi, l'insatisfaction peut être aussi un désir de faire mieux. Tout à fait. Et j'avais fait une conférence là-dessus qui est disponible sur YouTube d'ailleurs, et c'était sur le perfectionnisme, et ça finit par... Le perfectionnisme, c'est le contraire de s'en foutre. Et il n'y a pas longtemps, un lecteur m'a ressorti cette phrase que j'avais complètement oubliée. Il me dit, j'y repense souvent. Et c'est vrai que je suis pas dans le lâcher-prise, en tout cas avec mes textes. Et je vais chercher chaque mot. Et j'ai passé une matinée à me demander dans tel paragraphe, est-ce que je vais mettre butin ou fortune, à chercher l'étymologie des 2 mots, me dire butin, fortune. Incroyable. Tu vois, on en est J'aimerais être comme ça. J'aimerais être toi, mais un jour. Et en même temps, je me disais, ce perfectionnisme, ça montre que j'y mets tout mon cœur. Oui, et ça montre que je m'en fous pas. Ouais. Et on en revient à si j'avais vu
vécu une vie parallèle où je faisais de la finance, je pense pas que je serais perfectionniste sur... Je suis pas si sûre. Parce que si justement tu ne fais pas là où tu te sens à ta place, tu aurais trouvé un moyen de contrôler ça. Peut-être. Mais bon, de toute façon, les moi, les vies parallèles, je suis sûre qu'elles existent en même temps en plus. Donc moi, disons qu'il y a un cynisme qui me fait peur chez certains auteurs aussi, de... tu vois, ça se vaut, c'est pour ça que j'ai arrêté, que j'écris pas de romans. Je sais pas faire ça. Ça montre aussi que j'y mets tout mon cœur. Et si un jour, moi, Maud Ventura, je lâche mes textes sans relire 200 fois les épreuves, sans passer une journée au téléphone avec la correctrice, sans négocier chaque virgule et chaque majuscule, peut-être que soit je serais très apaisée et je me serais rendu compte que c'est pas si important que ça. Donc peut-être que j'aurais appris à prendre du recul, mais c'est aussi une manière d'y mettre du cœur. Donc c'est un moteur et en même temps... Il y a une souffrance derrière quand même avec tout ça. Des fois, tu as l'impression, tu te dis, putain, Maud lâche. C'est plutôt... La phrase, c'est Maud célèbre. Je suis incapable de célébrer une victoire. C'est fou de faire le lien avec ce célèbre. C'est vrai qu'en le disant, je me dis, mais c'est le titre de mon roman, célèbre. C'est pas drôle. Fait exprès ? Non, parce que c'est célèbre, l'adjectif être célèbre. Célébrer. Mais c'est aussi l'impératif de célèbre. C'est très à la mode de célébrer. Aujourd'hui, on te dit, il faut célébrer chaque petite victoire, chaque petit pas. Toi, tu fais pas ça. Mais je ne sais même pas faire les grandes victoires. C'est-à-dire que quand quand j'ai rendu le manuscrit de mon deuxième, une amie me dit, qu'est-ce que tu fais ? J'étais en mode, ça y est, là, on a rendu le manuscrit. Elle me dit, super, on va boire des coups pour fêter ça. Et je dis, mais pour fêter quoi ? Elle me dit, mais tu l'as rendu. Je dis, oui, c'est normal. Il fallait pas publier encore. Je voyais pas et j'ai du mal à être contente de ce que j'ai. C'est plutôt ça le sujet. Moi, j'aime bien m'en foutre. Et j'avoue que c'est l'âge aussi. J'ai 46 ans. Moi, c'était d'autres contrôles aussi, de jamais s'aimer, de jamais se trouver assez jeune, assez belle. Moi, c'était le côté image et physique qui m'a vraiment détruit dans ce métier. C'est le fait qu'on me voit. C'est pour ça que maintenant, j'ai envie de faire vraiment des choses derrière un micro et c'est tout. Et à un moment donné, j'ai d'ailleurs invité ce Fabrice Midal, qui est un philosophe qui habille tout en jaune pour ceux qui ne voient pas, avec ses lunettes rondes, qui a écrit ce best-seller qui s'appelle « Foutez-vous la paix ». Et il y a vraiment ce côté-là, je m'en fous en fait. Je veux dire, et maintenant je me dis, mais qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce que ça va me faire ? Après, je comprends que ça ne soit pas du tout la même chose pour une œuvre précise. C'est pour une œuvre précise, parce que pour pas mal de choses... Tu peux être un peu genre, ouais, ça va. En fait, il y a plein de trucs dont vraiment... si t'étais comme ça sur tout, tu serais en souffrance. On va manger au resto, à quelle heure a lieu l'enregistrement, comment je m'habille ce matin, Bidule n'a pas été très sympa, notamment sur les gens et leurs émotions. Oui, sais que ça leur appartient. Oh là là, ça me glisse dessus comme l'eau sur les plumes d'un canard. Tu vois, t'es un bon scorpion, parce que les autres... Il y a pas mal de trucs qui les scorpions, normalement. Non, mais après, moi, c'est pas incroyable, mais c'est la fuite. Moi, mon grand sujet, c'est... Si, imagine, notre interaction se passe pas très bien, tu me dis quelque chose de blessant, je vais pas t'attaquer, je vais être là, et après je vais disparaître, et plus jamais tu auras de nouvelles de ma vie, de moi, je disparais. Je prends la fuite, en fait, de manière très courageuse. C'est parfait. Parce qu'en fait, j'aime pas le conflit, je suis en mode, ok. Mais pourquoi la vie est assez compliquée comme ça, non, je n'en fais pas partie. Mais donc, je suis pas... tu vois, j'ai des amis, par exemple, quand ils vont avoir un conflit... Ils ruminent. Ils vont ruminer, ils vont en reparler, ils vont être là, viens, on va boire un café pour en reparler pendant 2 heures. Moi, je suis en mode, non. Non, je suis passée à autre chose, j'ai disparu. Il y a des gens comme ça, moi, je comprends tout à fait. C'est d'un coup, ça ne m'intéresse plus. Ah ouais, ça me fait pas du bien, ça ne m'intéresse plus. Ouais, il y a ce truc-là. Ouais. Tu disais qu'elle avait vraiment éliminé, Cléo, toutes les drogues, l'alcool et tout ça, mais il y a quand même un passage dans le livre, il y a un moment où quand même on est sur ventoline, vitamines, probiotiques, protéines, corticoïdes, stimulants, antidouleurs. Je ne passerai pas le contrôle antidopage de la plupart des compétitions sportives. Parce que oui, aussi, Maud connaît son livre par cœur. Ouais. Ça, j'ai vu. Est-ce que finalement, elle est quand même tombée dans des comportements compulsifs, en tout cas addictifs, qui finalement... auquel finalement elle pensait échapper. Je veux dire, elle est quand même tombée dans ce piège. On tombe dans le piège du contrôle et de l'orthorexie dont on parlait tout à l'heure. Là, c'est un passage où elle est en tournée et elle dit qu'être en tournée, c'est vivre un quotidien d'athlète de haut niveau. Donc, de fait, on n'est pas du tout dans le lâcher-prise. Elle pèse ses protéines, elle fait des siestes chronométrées, elle sait exactement ce qu'elle mange, à quelle heure on lit les répétitions, combien d'heures elle va dormir, ce qu'elle va manger la veille du concert. Donc, c'est des vies très contrôlées. Est-ce que c'est une addiction ? C'est vie... Mais je pense que oui, parce que ça me fait penser aux personnes qui sont addictes au sport.
Ah oui, déjà, on va rappeler l'orthorexie, ce que c'est, si tu as la définition, toi. En tout cas, c'est être addict à une vie saine, à des aliments sains, à une espèce de rigueur, de discipline, en tout cas. Une discipline dans l'alimentation qui ne se permet pas le moindre pas de côté. C'est pareil que l'anorexie mentale, en fait, non? Parce que je crois que l'orthorexie, c'est vraiment sur le côté sain. C'est sur le côté sain, je crois. Je suis vraiment pas experte de la question. Et le sport, bigorexie, elle est aussi atteinte de bigorexie. Exactement. Non, mais en fait, elle est plus dans les comportements addictifs que dans les produits. Elle. Tout à fait, voilà. C'est vrai. C'est un bon résumé de Cléo. Oui, non, c'est vrai. Mais de toute façon, l'addiction, elle est aussi bien dans les produits que dans les comportements. Hein. Tu évoques aussi l'ivresse de la richesse. Donc ça moi, ça m'a questionné énormément. Tu écris la satisfaction d'une existence minimale, réduite à une valise et à 10 objets, est bien réelle. La tranquillité tient parfois dans ce qu'on soustrait plutôt que dans ce que l'on accumule. C'est la définition de la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, en fait. C'est aussi, par exemple, je ne sais plus comment il s'appelait, je crois que c'est Henri David Thoreau, qui écrivait en fait, je suis riche de ce dont je peux me passer. C'est ce genre de choses qui, pour moi, en tout cas aujourd'hui, font sens. Tu y crois ? Oui, et c'était un aspect très important pour moi dans le roman L'argent, dont on me parle peu souvent en interview, tu vois. Mais avec la célébrité vient l'argent, et c'était une question que je ne pouvais pas évacuer sur que se passe-t-il quand tu deviens très riche, quasiment du jour au lendemain, et que d'un coup, l'argent n'est plus une question, enfin en tout cas devient une question d'une autre manière. Et j'ai discuté avec pas mal de personnes célèbres, en écrivant célèbres, et je leur demandais qu'est-ce que ça fait d'être célèbre. Et franchement, dans les 10 premières minutes de la conversation, quasiment à chaque fois, j'avais « Non, mais ça change rien d'être célèbre. » Bon, enfin, quand même, si quand tu vas au resto avec tes amis et que l'addition arrive, il y a un petit moment de blanc quand l'addition est posée sur la table et tout le monde se tourne en disant il ou elle est riche, ça m'est elle jamais va payer. Arrivé. Ça t'est jamais arrivé, j'ai des amis exceptionnels. Moi, c'est l'inverse. Moi, je me sens, quand l'addition arrivait, je l'attrapais. J'avais l'impression, moi, que j'étais obligée. Parce que ce qu'ils me disaient, c'était que... Mes amis voulaient pas. Oui, tes amis voulaient pas. En tout cas, ils parlent d'argent. On les embrasse aussi, comme Billie Eilish. C'est ça. Mais on est d'accord que les gens parlent d'argent tout de suite quand tu leur parles de célébrité. Et que, en tout cas, c'est intéressant. Toi, tu me dis, d'un coup, tu l'apprenais. Ah, mais moi, j'avais l'impression qu'il fallait que je crame tout de suite. Il fallait que tu payes tout de suite. C'est quand même très intéressant. Et j'ai une chanteuse dont je vais pas dévoiler l'identité, mais qui me racontait une anecdote aussi. Quand j'écrivais Célèbre, elle me disait, je transpose pour pas la trahir, mais en gros, elle devait donner un concert à Rio. Et donc, elle propose à sa mère et à ses sœurs de venir avec elle en disant, c'est l'occasion. Donc, évidemment, elle paye les billets d'avion et elle paye l'hôtel et elle est ravie de le faire. C'est une chanteuse qui a beaucoup de succès, beaucoup d'argent, etc. Elle le fait avec plaisir. Sauf que 1 mois avant le début du concert, en fait, le concert est annulé. Et donc, par un espèce de système, en fait, sa mère et ses sœurs sont remboursées du montant des billets d'avion sur leur compte. Parce que, voilà. Et donc, ils s'envoient des messages en mode « Ah, quel dommage, bon, c'est annulé, tant pis. » Et donc, chacune se voit créditée d'environ 1 000 € sur leur compte. Et la chanteuse me disait, là, je comptais les jours, elle me disait, elles vont quand même... C'était son argent à elle, c'est elle qui avait avancé l'argent du billet d'avion. C'est quand même, elles m'ont proposé de me rembourser. Et personne dans sa famille lui avait proposé de rembourser cette somme-là. Et elle disait, je m'en veux, parce qu'elle dit, de fait, je suis pas à 5 000 € près, parce que j'en suis là dans ma carrière et c'est génial pour elle. Oui, non, mais c'est... Et en même temps, donc la de... question de l'argent, du regard des proches sur l'argent, il y a des chapitres entiers où Cléo... Elle se dit, est-ce que je dois payer des trucs à ma mère ? Est-ce que je dois payer des trucs à mes cousins ? Elle se demande si elle a même le droit de faire la vaisselle. C'est ça. Où est-ce que ça s'arrête ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et surtout, elle dit, mais j'ai beaucoup d'argent d'un coup. Est-ce que je m'achète un appart ? Si oui, combien ? Qu'est-ce que je fais de cet argent ? Est-ce que je le place ? Est-ce que je le donne ? C'est des questions, moi, qui m'ont complètement fascinée. Il y a un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Histoire d'argent par Fabrice Florent. Oui, et puis Histoire de daron, je t'ai écouté dans ce podcast. Exactement, j'aime beaucoup Fab Florent, qu'on embrasse, lui. Et pour le coup, lui, on peut vraiment l'embrasser contrairement à Billie Eilish. Si tu le connais bien, n'hésite pas à lui dire que je serais ravie de venir parler à son micro. Ah bah, je transmettrai. Je transmettrai, on adore ses podcasts. Et j'ai écouté son podcast Histoire d'argent de manière complètement compulsive pendant l'écriture de Célèbre. Et il avait interviewé notamment une personne qui était très, très, très riche et qui racontait qu'elle avait beau être infiniment riche, elle était là, oh, c'est quand même un peu cher, 200 € pour une chambre d'hôtel. Et qu'en fait, le montant que tu as sur ton compte en banque
ne te donne pas forcément le sentiment de satiété, c'est pas le bon mot, mais d'abondance. Il y a énormément de gens très riches et très célèbres qu'on sait aujourd'hui très radins. C'est ça. Donc c'est ça. Moi, ça m'a toujours épaté parce que moi, j'ai perdu la valeur de l'argent. Il y a un moment donné où j'ai arrêté de regarder les étiquettes. Donc si j'aimais quelque chose, j'allais, je le payais, puis d'un coup, j'étais surprise. Ah, c'est ça, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Bon, je m'en foutais complètement du prix. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je paye tout. Et pour moi, c'était presque normal. Et on m'a raconté des tournées, des musiciens à moi qui tournaient avec des artistes très connus, dont je tairais moi aussi l'identité, qui n'avaient jamais un centime sur eux et qui en plus se faisaient payer tout le temps les cafés, les clubs, les trucs. Bien sûr. Mais c'est très intéressant. C'est fou, hein. Et moi, je trouve que c'était un aspect qui n'est pas toujours traité en littérature, l'argent. Souvent, les personnages, on ne sait pas bien comment ils gagnent leur vie, où est-ce qu'ils placent leur argent. Et des fois, ils vivent des vies qu'ils ne pourraient pas du tout se permettre dans la vraie vie. T'es là, mais ils font telle profession. D'où vient cet argent? Et donc, pour Cléo, on parle d'ivresse de la richesse et en même temps, une fois qu'elle devient très célèbre, on la voit peu intéressée par l'argent. Contrairement à toi, elle est plutôt dans le contrôle et elle ne dépense pas. Mais forcément, ça change complètement le rapport à l'argent. Mais ce que tu décris, c'est fou, quoi. Mais c'est une ivresse, le côté, c'est vrai. L'argent n'est plus une question. Complètement. Et puis surtout, tu fais des choix totalement démesurés, là où il n'y a pas de nécessité, quoi. Tu vois, genre, j'ai accouché à l'hôpital américain, ça m'a coûté 10 000 €. Non, mais je te le dis parce que j'ai été interviewée dans un podcast qui s'appelle Thune et qui est génial aussi, qui parle justement... que j'aime beaucoup aussi. J'adore aussi Laurence Velli. Et donc, elle était hallucinée. Elle me dit, mais je pourrais garder tout ce que tu as dit? Je lui ai dit, bah oui, pourquoi? Elle fait non, parce que quand même, pas grand monde qui s'est livré comme moi, je dis tout. Du coup, j'avais plein d'autres questions, mais qui n'avaient pas de sens avec l'addiction. C'est des questions personnelles, donc je te les poserai une autre fois. Toi, tu savais que tu réussirais, mais tu pensais que ce serait plus long, contrairement à Cléo. D'après toi, qu'est-ce qui a fait, juste cette dernière question, que ce premier roman, Mon mari, a connu un tel succès? Ça parle aussi quand même de dépendance affective. C'est aussi ce sujet-là, hein, c'est la dépendance affective. Elle a même aussi une dépendance sexuelle. Enfin, elle va pouvoir tromper son mari, mais par amour. Donc, c'est extraordinaire. C'est un roman que j'ai énormément aimé aussi, même si j'ai préféré Célèbre. Moi, j'aurais eu tendance à penser que Célèbre, c'était celui-là, ton best-seller, quoi. C'est fou, hein. Qu'est-ce qui a fait que Mon mari, qui parle de cette fille encore qu'on n'a pas envie de serrer très fort contre soi, forcément, on s'attache pas forcément à tes héroïnes. Non, pas forcément. Mais en tout cas, moi, j'étais très attachée à la fin à Cléo. Hein. C'est intéressant. D'ailleurs, j'adore le fait que tu préfères Célèbre à Mon mari. La plupart des personnes qui ont lu les deux ont préféré Célèbre. Ensuite, Mon mari, c'était un succès, mais sur le long cours. Il a surtout explosé quand il est sorti en poche. Célèbre n'a que 4 mois, donc peut-être qu'il vivra... Qu'est-ce que les gens ont pris de ce livre? Qu'est-ce que ça leur a appris sur eux? Ça a posé la question de est-ce qu'on peut trop aimer quelqu'un? Et qu'est-ce qui se passe quand toute ta vie tourne autour de quelqu'un d'autre que toi? Et je pense que cette question a résonné. Et ensuite, on pourrait reparler... c'est tout l'inverse de Cléo. C'est quelqu'un qui toute sa vie tourne autour d'elle. Exactement. Et elle, toute sa vie tourne autour de son mari. Et on pourrait refaire 1 heure là-dessus, mais la question du succès, c'est fascinant. Pourquoi? Est-ce qu'à un moment, c'est comme tu dis, gagner au loto? Est-ce que c'est aussi un coup de chance? Est-ce que c'est les étoiles qui s'alignent? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui est incompréhensible? C'est un concours de circonstances. C'est un concours de circonstances heureux. Et mais un concours de circonstances. Je vais finir sur juste un petit texte. Si jamais tu peux, toi, dire en même temps, tu peux y aller. Mais moi, je vais finir sur ce passage-là que j'ai beaucoup aimé, où tu écris « Tant de personnes ne sont pas là où elles doivent être. On se trompe de métier, on se trompe de partenaire, on se trompe de lieu de vie, et puis on rectifie le tir. Soudain, tout s'aligne, tout s'explique, il n'y a plus ni compromis, ni lassitude, les efforts n'en sont plus. Rien n'est un sacrifice, tout s'imbrique, naturel, facile, joyeux. Je souhaite à tout le monde... Le sentiment... de connaître un jour le sentiment d'être à sa place. Ouais. Et en fait, pour moi, on revient à l'addiction, c'est-à-dire être à sa place, c'est se rencontrer soi-même et c'est justement ne plus avoir besoin d'extérieur. Enfin, tout est en nous. C'est, je pense, la recherche d'une vie, d'être enfin à sa place, dans son travail, en amour, dans son lieu de vie.
Et c'est une quête permanente, mais c'est la recherche de la sérénité. Voilà, c'est ça, ne plus courir après quelque chose, mais l'avoir en soi. La satisfaction. Ah, On y est. merci beaucoup Maud Ventura. Merci beaucoup. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast, c'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre, est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose et de Contradiction.